On est passé de Jean Onana à Pierre-Emile Olbière ou encore Adrien Rabiot au milieu de terrain. On est passé par de Gennaro Gattuso ou Jean-Louis Gasset à désormais Roberto De Zerbi. On est passé d'un Olympique de Marseille qui était à la 15e journée avec 23 points la saison dernière avec 30 points cette saison. Alors oui, on a le droit d'être satisfait, on a le droit de se poser la question, jusqu'où l'OM de De Zerbi va-t-il aller après sa qualification hier soir 4-0 face à Saint-Etienne? Yes! 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 On va faire le bilan calmement, se remémorant chaque instant de ce début de saison, mais aussi on va regarder quels sont les points d'amélioration et quelles sont les menaces de cet Olympique de Marseille que peut avoir l'Olympique de Marseille sur cette deuxième partie de saison. Dans une vidéo générique, je sais pas trop, on va se parler évidemment de la rencontre d'hier, mais on va surtout faire le bilan dans cette approche de Noël que je vous souhaite évidemment avec beaucoup de bonheur et de joie. Les amis, bienvenue sur CM Football, c'est un grand plaisir de vous retrouver. On fera un moment très chill en fin de vidéo où je vous partagerai les résultats de mes sondages sur Instagram. Parce que je vous ai posé plein de questions et on va se revenir sur certains moments de ce début de saison qui peut-être qui est satisfaisant. Maintenant, après, on répondra à la question jusqu'où l'OM peut-il aller. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous retrouver après cette victoire 4-0 hier face à Saint-Etienne. Bon, on va pas se raconter la messe, hein. C'était un match qu'on s'est rendu facile, mais l'OM l'a fait avec sérieux. On l'a débriefé à chaud hier lors d'un live. L'OM a été vraiment sérieux tout au long de la rencontre. On reviendra évidemment sur Luis Enrique avec sa métamorphose parce qu'il fait partie des grands bonhommes de cette année 2024. L'OM qui a joué à 11 contre 10 et qui a fait le taf. Plus de 900 passes hier, 4 buts mérités, 4 buts avec une vraie pression et 4 buts aussi très bien construits vis-à-vis de cette équipe de Saint-Etienne. Un Mason Greenwood qui a été encore une fois flamboyant dans son attitude pour marquer. Un peu moins, je l'attends davantage de lui, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans la rencontre hier. J'attends plus de lui dans l'efficacité et moins de nonchalance dédiée à son attitude. Mais je suis dur volontairement avec lui parce que je pense qu'il peut nous apporter beaucoup plus. On a Luis Enrique qui a été double passeur, buteur également. On a eu Rabiot qui était un peu malade avant la rencontre mais qui a été présent et qui a fait le taf. Et puis voilà, on a la note de Balerdi. Moi, j'étais pas forcément totalement d'accord parce que je trouve que sa première mi-temps a été un peu délicate, même si il est à l'origine du but et du carton rouge. Je trouve qu'il a perdu plusieurs ballons sur lesquels il va falloir faire attention. En tout cas, l'OM fait le taf, c'est Noël avant l'heure, comme dit la Provence, avec cette belle une, avec... je pensais qu'il voulait être devant les photographes, mais il a véritablement chambré le public stéphanois, qu'on doit mettre en avant parce qu'il a chanté tout au long de la rencontre. Pas de cadeau pour les Verts, comme je l'ai fait pour l'équipe. Je vous partage ici les notes de la rencontre. C'est Delangue et Murillo qui sont les joueurs les moins bien notés de cette rencontre. Delangue, je trouve ça dur parce qu'il a été présent. Moins bien noté, 5,5. Voilà, c'est une victoire. Donc après, il n'y a pas de bémol, mais il a été présent tout au long de la rencontre. Je l'ai trouvé bon et juste dans son jeu au pied. Il a fait le taf le moment où ça a été le cas. C'est pas une rencontre sur laquelle il y a énormément de choses à dire, mais on le sait. On connaît l'Olympique de Marseille, on connaît l'OM, on connaît notre OM, et on sait que ce type de match, c'est le genre de match où on peut perdre et on peut flopper. Et là, on l'a pas floppé. Et on a répondu présent. Alors certes, c'était faible en face, mais on a fait le taf. Et c'est important de continuer de marquer des buts. C'est ça qui était important. Et les joueurs ont été sérieux. Et on a eu un Roberto De Zerbi qui a été satisfait. On en parlera juste après, puisqu'il l'a évoqué justement dans sa conférence de presse. L'Olympique de Marseille et l'OM, donc, qui vont affronter Lille en 16e de finale. Ça sera le match du 15 janvier. Moi, je suis content. Je suis content déjà parce qu'on va jouer à domicile. Donc, pour tous ceux qui sont abonnés au Vélodrome, c'est un match qui est compris dans l'abonnement intégral. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis content de jouer à domicile aussi parce que c'est toujours mieux de recevoir, même si ça fait partie des zones d'amélioration, des points d'amélioration pour l'Olympique de Marseille. Maintenant, c'est vrai que ça va être un gros match.
On va jouer une équipe qui n'a pas perdu depuis 17 matchs, qu'on a joué il y a 10 jours et sur qui ça a été un très gros match de football. Maintenant, Lille va pas pouvoir jouer toutes les compétitions à 100%. C'est impossible. Ils n'ont pas l'effectif pour. Ils ont un bel effectif, mais ils n'ont pas l'effectif pour. Donc, pour moi, c'est une vraie opportunité de pouvoir passer le tour suivant. Maintenant, je sais, on est Marseillais et on a le droit de s'interroger sur les tirages de l'Olympique de Marseille ces dernières saisons en Coupe de France parce que on a quand même tapé le PSG, on a tapé Rennes l'année dernière. Là, on tape Lille, Saint-Etienne, ça fait 4 Ligue 1. Ça fait beaucoup. Maintenant, je préfère jouer les Ligue 1. Hein, on se rappelle que quand on joue pas des Ligue 1, ça peut se retourner contre nous. Voilà. Alors, on va passer à la partie bilan. Parce que moi, je suis content. Je suis content et on a beaucoup de force. Beaucoup de force parce qu'on reste sur une série de 5 matchs sans défaite. 5 matchs sans défaite et on va aborder maintenant 2025 avec 3 matchs à domicile. 3 matchs à domicile sur les 19 premiers jours. Le Havre, le dimanche 5. On va se déplacer à Rennes pour finir la première partie de saison. Ce sera l'occasion de voir justement où on se situe après 17 matchs. Et puis après, on va avoir l'enchaînement Lille et Strasbourg à domicile. On va voir justement comment l'OM se comporte avec cet effectif pour aller jouer 3 matchs en une semaine. Ça sera, je l'espère, je le souhaite, je l'attends, notre cas la saison prochaine quand on sera qualifié en Ligue des Champions. Parce que oui, on va se qualifier en Ligue des Champions. Après, il ne faut pas avoir la place du con. Hein, vous connaissez cette place-là, c'est la place du 4e. Mais j'y crois fort. Et cette force de l'Olympique de Marseille, c'est d'avoir 2 points par match et d'avoir une attaque de feu. 32 buts marqués. 32 buts marqués, 36 avec les 4 hier face à Saint-Etienne. C'est beau. C'est fort, c'est bien. C'est important de préciser aussi que, je l'avais dit, je l'avais répété tout au long du mercato estival, on a perdu Pierre-Emerick Aubameyang. On a perdu 30 buts la saison dernière avec un seul joueur. Mais la stratégie du club, elle était claire. C'était d'aller chercher de la diversité offensive pour pouvoir marquer une dizaine de buts par joueur devant. Quand on regarde aujourd'hui nos meilleurs buteurs, on a Mason Greenwood avec 10 buts et on a juste derrière Luis Enrique 6 buts en Ligue 1. Ça veut dire que dans le top 6, top 5 des joueurs qui ont marqué le plus de buts, on en a 2. On verra à la fin de la saison où est-ce qu'on va atterrir avec ces joueurs. Pour peu que Neil Maupay continue à être aussi performant, parce qu'il l'est, pour peu que Eli Wahi débloque son compteur s'il reste à l'OM, on va pouvoir se marrer. Mais en tout cas, c'est une vraie force. Parce qu'offensivement, on a également 2 joueurs qui sont dans le top 6, dans le top 10, des meilleurs passeurs. Luis Enrique et Neil Maupay. Et ça, ce sont des points qui comptent. Ce sont des points qui comptent quand tu arrives face à un adversaire parce qu'il y a un style de jeu qui est en train d'être défini et cette force, elle est à mettre évidemment au crédit de Roberto De Zerbi, mais pas que, parce qu'il y a cet homme aussi. Il y a évidemment l'homme que vous avez élu comme le meilleur joueur depuis le début de la saison. C'était un plébiscite, vous le verrez tout à l'heure sur ma page Insta. Geronimo Rulli est exceptionnel. Alors, oui, il surperforme. Quand on regarde ses statistiques, il surperforme parce que c'est le point que je voulais vous montrer ici. Quand tu regardes les buts concédés et les buts qu'il aurait dû concéder, il y a un bénéfice positif de 4. Mais on va pas se plaindre. On va pas se plaindre parce que quand ça tourne dans notre sens, faut pas faire la fine bouche. Faut se dire, ok, attention, certes, mais il y a quand même un trend et une ligne directrice qui est en train d'être appliquée depuis le début de la saison. C'est clairement l'homme clé de cette défense. Et ça change tout. Ça change tout quand tu as un gardien de la hauteur, de la force, de la puissance de Geronimo Rulli. Et ces individualités-là, associées au collectif qui est en train de construire Roberto De Zerbi, ça fait partie des vraies forces et il va falloir continuer dans cette lignée. Alors, dans les forces de l'Olympique de Marseille dans le classement, c'est aussi la faculté de pouvoir remporter des victoires face au top 7. Je l'ai exprimé plusieurs fois dans mes dernières vidéos, mais ce top 7, il est important. C'est rare de voir l'OM performer face au fort du championnat. Et même si on a fait match nul face à Lille, on est passé pas loin. Et on a battu Monaco. Même si c'est un Monaco qui est en délicatesse sur cette dernière semaine, on les a battus. C'est 2 équipes de Ligue des Champions. Alors, après... Je l'entends.
il y a ici, pour faire la transition directement avec les points d'amélioration, il y a un effectif, il y a une équipe qui est pas digne du Vélodrome. Alors, je veux pas me contredire parce que je préfère jouer au Vélodrome en Coupe de France, mais j'ai l'impression que c'est en train d'évoluer, que les joueurs ont appris à grandir ensemble et appris à être ensemble, mais à domicile, c'est pas à la hauteur de nos attentes. Et c'est clairement un point des améliorations que l'Olympique de Marseille que l'OM doit améliorer, que doit réaliser. On n'est pas à la hauteur du Vélodrome. Regardez, on est 14e du classement après 7 matchs. On a seulement 2 victoires. 2 victoires, 3 matchs nuls. Ça veut dire qu'on a, sur 9 matchs, il y a 5 matchs où on n'a pas gagné. Et là, j'ai envie de voir le verre à moitié vide. Clairement, parce qu'on doit s'améliorer. Maintenant, si on s'améliore là-dessus, ça va être chaud. Ça va être chaud. Parce que là, tu vois, regarde, un Nice qui a été faire 7 matchs comme nous, ils ont 6 points de plus. 6 points de plus. Je veux pas m'enflammer. Hein. Mais on aurait 6 points de plus avec un match en moins ici face au PSG. On pourrait rêver plus grand. Nous. On n'est pas loin. Est-ce que c'est pour cette saison ? Je ne sais pas. Mais on doit s'améliorer. On doit s'améliorer aussi par rapport aux individualités. On a cet homme, Eli Wahi, qui a été recruté et qui doit absolument se débloquer psychologiquement. Il doit trouver la faille. Et hier, clairement, face à Saint-Etienne, je pensais qu'il allait être titulaire. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que c'est d'ordre physique, parce qu'il a été gêné ces dernières semaines ? Est-ce que c'est d'ordre mental ? Est-ce que c'est un choix de l'entraîneur fort ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Eli Wahi fait partie de ces points d'amélioration comme Lilian Brassier. On le sait, on l'a vu lors du prochain mercato d'hiver qu'on va suivre sur la chaîne. Abonnez-vous. C'est clair qu'on va faire comme d'habitude, analyse performante de tous les joueurs qui vont signer à l'Olympique de Marseille. Et peut-être qu'il y aura même des lives. Donc sonnez la cloche. Mais Lilian Brassier, aujourd'hui, c'est l'échec. Alors c'est l'échec, mais j'ai envie aussi de le voir d'une manière plus générale. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ne réussissent pas à l'Olympique de Marseille quand ils arrivent. Je pense à Vitinha, je pense à Eli Wahi, je pense aujourd'hui à Lilian Brassier. Après, c'est compliqué, tu sais, au bout de 6 mois, 4 mois, de se dire ils n'ont pas réussi. Il leur faut du temps. Certains ont besoin de plus de temps que d'autres. Il va falloir aussi voir comment le staff, la direction, peut améliorer ce point-là. Parce que, économiquement, ce sont des vraies valeurs marchandes. Et je trouve qu'on n'a pas trop perdu d'argent la saison dernière avec des joueurs comme Ismail Assar ou Iliman Ndiaye qui sont partis du côté de la Première Ligue et sur lequel, financièrement, on n'a pas perdu d'argent. Même Vitinha, c'est quand même incroyable comment on a pu le revendre au Genoa. Maintenant, on ne peut pas avoir autant d'échecs avec ces jeunes joueurs et il va falloir s'améliorer sur ce point-là. Mais c'est des zones d'amélioration parce que si ces joueurs-là arrivent à performer, t'imagines le groupe qu'on va avoir. Et sur ce point, on a un Roberto De Zerbi, je vous le disais tout à l'heure en conférence de presse, qui, lorsqu'il a parlé, on lui a posé la question de Luis Enrique, il a répondu concernant ces joueurs, voilà, il doit être un exemple pour les jeunes joueurs comme les Koné, Wahi, Ro ou Brassier, entre autres, parce qu'il a parlé également de Murillo, Balerdi et Cornelius. Luis Enrique, c'est un vrai bourreau de travail et la vraie métamorphose qu'on a pu avoir dans cette saison. Alors, dans les opportunités, justement, avant de parler de l'individualité de Luis Enrique, c'est ce calendrier. On va pas se mentir, on a la chance et la réussite de la mauvaise saison de l'année dernière, à savoir qu'on va jouer un match par semaine. Et je le disais et je l'ai répété, à partir du mois de septembre l'année dernière, de 24, à partir du 5 janvier, on va avoir un match par semaine jusqu'au 16 mars, date du match face au Paris Saint-Germain. Et ensuite, on reprend le 30 mars avec un match par semaine jusqu'au 18 mai. On va avoir un match par semaine là où on avait des coupures internationales régulières. On en a eu 4 quand même. 4 coupures internationales, septembre, octobre, novembre. Allez, 3, j'exagère. Il y a peut-être une 4e, je ne sais pas, je l'ai zappé. Là, on va avoir un match par semaine. C'est une véritable opportunité pour l'Olympique de Marseille. Avec peut-être la Coupe de France qui va s'intercaler ici entre Le Havre et Rennes. Mais j'ai l'impression que cet effectif qui est en train justement de
prendre la mesure de ses forces, va répéter les efforts. Et quand tu répètes les victoires appellent les victoires. Les matchs sans défaite appellent les matchs sans défaite. Et donc, c'est une véritable opportunité de pouvoir jouer régulièrement. Et pour moi, on va monter en puissance. On a été entrecoupé de périodes internationales lors de cette première partie de saison, ce qui a pu couper les jambes de certains joueurs, mais qui a pu aussi faire répéter les gammes pour certains. Là, il n'y a plus de coupure. Donc, il va falloir enchaîner. Et moi, j'y crois. Naturellement, par rapport à ce que j'ai pu voir. Je ne le dis pas pour nous faire plaisir. Je ne vous dis pas pour m'auto-rassurer. Là, clairement, on a franchi une étape. Et j'y crois. Il y a une véritable opportunité. L'autre opportunité, c'est qu'on a ce bonhomme, Roberto De Zerbi, qui maintient son groupe sous pression. Hier, encore une fois, il a fait 5 changements entre la 60e et la 75e minute. Il a voulu impliquer l'ensemble de son effectif. 63% de victoire. Il est dans la meilleure partie de sa carrière, jusqu'à maintenant. Il n'a pas eu d'effectif comme celui de l'Olympique de Marseille jusqu'à maintenant. C'est Mehdi Benassia qui le disait au micro d'RMC, émission à laquelle j'ai participé la semaine dernière, lors de la délocalisation de l'Afterfoot. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. Je vous ai mis le lien. 63% de victoire. Il va falloir qu'on franchisse encore ce cap. Mais c'est le meilleur entraîneur sous l'ère Franck McCourt en termes de pourcentage de victoire. Son système qu'il a réussi à faire évoluer, c'est une opportunité parce que, à mes yeux, on a 2 systèmes de jeu. On a la possibilité de jouer à 4 derrière, même si ça a été plus délicat. Mais je me dis que lors du mercato, il y a peut-être une opportunité. Attention, ça peut être une menace aussi de faire bouger l'effectif. Mais il y a peut-être une opportunité d'aller chercher de nouveaux joueurs pour justement savoir et monter en puissance encore et avoir de l'expérience derrière dans un système de jeu que les joueurs commencent à comprendre. Et cette faculté à pouvoir jouer à 4 derrière ou à 3 derrière avec les 2 pistons, ça peut aider. Et cet Olympique de Marseille, cet OM, grandit et évolue. Voilà. Et moi, j'aime. Je vous le disais, voilà, on a le meilleur départ d'un homme de Franck McCourt depuis le début de la saison. Pourcentage de victoire, 60% ici, en Ligue 1. L'autre opportunité, c'est aujourd'hui, on a un milieu fiable. Rongier, Rabiot, Højbjerg. C'est la Provence qui posait la question récemment. Est-ce qu'on a trouvé la bonne formule au milieu ? Oui. Pour moi, c'est un oui franc et massif parce que Rabiot a encore été efficace très haut devant hier. Il marque des buts. Il apporte entre les lignes. Et au milieu, Pierre-Emile Højbjerg. Avec Valentin Rongier, ça apporte cette expérience qui est nécessaire pour justement aller chercher cette qualification directe en Ligue des Champions. Donc, je suis satisfait et c'est une réelle opportunité avec cet homme qui a été métamorphosé. On parle de Luis Enrique que j'ai pu critiquer et à juste titre parce qu'il y avait un rendu qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de lui, des mots qui avaient été employés sur lui. Mais aujourd'hui, on a en statistique un Luis Enrique qui est numéro 2 des buteurs de l'Olympique de Marseille, qui est numéro 1 des passeurs décisifs et qui est but plus passe décisif à 10. Juste devant lui, on a un Mason Greenwood. Alors après, il faut nuancer parce qu'il surperforme clairement. Là où Mason Greenwood doit être à 10, il est à 11. Là où Luis Enrique doit être à 4, il est à 10. Mais ça montre aussi sa détermination, son abnégation, sa force de travail et sa polyvalence. Le garçon, il a été trimballé par Jean-Louis Gasset de gauche à droite la saison dernière et maintenant il continue avec Roberto De Zerbi qui en a fait un homme de base. Et ça, c'est fondamental pour franchir un palier et il va falloir qu'il reste évidemment à ce niveau-là. Et oui, parce que la menace qu'on peut avoir du côté de l'Olympique de Marseille, c'est les blessures. Alors si on a été épargné quand même, parce qu'il y a seulement, même malheur sur lui, c'est dur pour lui, Valentine Carboni qui a été blessé au genou. Sinon, on a été plutôt épargné dans ce début de saison par les blessures. C'est une menace, ces blessures, parce qu'on a un effectif qui est pour moi correct, qui est juste pour la Ligue 1. On verra avec la Coupe de France. Mais attention, justement, on a aussi un match par semaine, voire plus d'un match par semaine qui va arriver. Si au niveau suspension, on est pour l'instant épargné, malgré les cartons rouges qu'on a pris en début de saison,
il va falloir être attentif à la répétition des matchs. Parce que oui, l'autre menace, clairement, avant de parler des adversaires, c'est qu'on a beaucoup de polémiques avec l'arbitrage. Et c'est pas uniquement lié à l'Olympique de Marseille. C'est pas uniquement lié à nous. C'est lié aussi à toute cette Ligue 1 qui aujourd'hui en pâtit. Et il va falloir que l'arbitrage évolue. Si j'en parle, c'est que vraiment... Je suis vraiment vénère parce qu'habituellement, j'en parle pas, mais on ne peut pas nier que les décisions d'arbitrage ont été en notre défaveur depuis le début de saison. Et c'est un point sur lequel il va falloir vraiment être vigilant, surtout quand les arbitres ont ce type d'attitude pour parler au staff ou aux joueurs. Et c'est le cas pour l'OM, mais c'est le cas aussi pour les autres clubs. On l'a vu sur le Lyon-Nice notamment, où un penalty aurait dû être accordé à Nice, et des moments comme ça, on en a plusieurs dans la saison. Alors après, évidemment, il y a des adversaires, il ne faudra pas les oublier, parce que l'OM va jouer cette Ligue 1 face à des adversaires qui vont avoir le couteau entre les dents. Il va falloir être attentif à comment Monaco va se comporter. Il va falloir être attentif pour voir comment si Lille va se comporter avec cette Coupe d'Europe, cette Ligue des Champions. Ils auront leur match en janvier. Et c'est peut-être là qu'il va falloir aller chercher et être clutch pour aller faire le trou vis-à-vis d'eux. Attention à l'Olympique Lyonnais. L'OL, je ne sais pas trop quoi en penser. Sportivement, je sais qu'ils sont forts et je sais qu'ils peuvent être présents pour cette deuxième partie de saison. Mais... La rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire, les problèmes économiques, est-ce que Ryan Cherki va partir? Est-ce que Thiago Almada va véritablement signer? Tous ces points d'interrogation peuvent piquer l'Olympique Lyonnais, mais sportivement, jusqu'à maintenant, ça reste puissant, même si ça prend beaucoup de buts. Attention à l'OL dans cette deuxième partie de saison. Ça peut faire mal. Alors, voilà. Pour moi, la partie bilan, on va finir sur une partie plus détendue. Je vous ai posé plusieurs questions depuis une semaine. Alors, vous n'avez pas les réponses ici, mais moi, je vais vous les partager parce que je vais tricher. Je vais regarder mon compte Instagram et je vais aller chercher justement les résultats et vous les partager. Alors, est-ce que... ah oui, alors attendez, j'ai essayé de faire pause ici. Voilà, on fait pause. Je vous ai posé la question il y a une semaine. Sur la partie qui est le meilleur Olympien depuis le début de la saison. Et ça a été un plébiscite. Vous avez élu Geronimo Rulli à plus de 90% des votes. Je crois que c'est un des votes où il y a eu le plus. Il y a eu 2000 votes sur celui-ci. Et c'est Geronimo Rulli qui a été élu homme du début de saison. Je vous avoue, moi j'ai hésité entre Rulli et Højbjerg. Mais vous m'avez convaincu, à force de discuter avec vous sur les réseaux sociaux, ça a été un plébiscite pour lui et je vous comprends. Alors, voilà, 89% ont voté pour Geronimo Rulli. Le deuxième vote que je voulais vous partager, c'est quel est le meilleur défenseur de la saison? Et bien, à date, ce matin, il est 9h41 au moment où je tourne cette vidéo, c'est Léo Balerdi qui est le défenseur que vous avez plébiscité depuis le début de la saison. Concernant le milieu de terrain, vous avez élu Pierre-Emile Højbjerg, meilleur milieu depuis le début de la saison, devant Rabiot et devant Rongier. Et concernant le plus gros échec depuis le début de la saison, c'est Lilian Brassier qui est à 62% des votes. Juste derrière lui, on retrouve Eli Wahi. C'est logique, je trouve. C'est logique. Pour la meilleure surprise, moi je m'attendais à ce que vous votiez Valentin Rongier, mais ça a l'air d'être pas une surprise de voir Valentin Rongier à ce niveau. Moi, je voulais voter Valentin Rongier parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il re-rentre dans l'effectif professionnel à ce niveau-là et qu'il soit un homme de base désormais de Roberto De Zerbi. Vous avez élu, et c'est un plébiscite également, Luis Enrique. Ça me rassure d'un côté parce que ça veut dire qu'on n'est pas totalement déconnecté. Je ne suis pas totalement déconnecté de vous quand je dis que Luis Enrique, pour moi, c'est une réelle surprise. Mais après, dans le jeu, je pensais que ça allait être Rongier, mais je suis très très heureux de voir Luis Enrique à ce niveau. Votre meilleur moment? Bon, là, il n'y avait pas de surprise. Hein. Je vous l'ai écrit en bas de page. Je connais déjà la réponse. C'est le but de Jonathan Rowe face à l'Olympique Lyonnais. C'est clair que ce moment-là, on se rappelle tous où on était et on a tous vécu un moment formidable et un moment de bonheur épique. Après, plus technique.
plus technique, je vous ai mis cette question-là sur Geronimo Rulli, son plus grand sauvetage. Et de la même manière, je pensais que ça allait être son penalty face à l'Olympique Lyonnais, et c'est pas ça. Le moment que vous avez retenu pour l'instant, 35% vous avez voté pour Rulli, son penalty arrêté face à l'Olympique Lyonnais. Moi, c'était son arrêt face à Jonathan David, sa claquette au sol lors du face-à-face, et c'est le plus grand sauvetage que vous avez élu depuis le début de la saison. 46% d'entre vous avez voté pour celui-là. Je suis d'accord avec vous, parce que il y a 0-0 à ce moment-là. Alors vous allez me dire, sur Lyon, il y a aussi 0-0. Mais c'est Lille en face. Et c'est dans une période où on est en train de grandir et on est en train d'évoluer et on est en train de faire peut-être l'un de nos meilleurs matchs de la saison. Et là, il nous maintient en vie. J'avais beaucoup aimé cet arrêt. On va passer, excusez-moi pour le reniflage, toujours un peu enrhumé, à l'approche des fêtes. L'autre, ah oui, oula, qui c'est lui? Hop là, voilà, le pire match depuis le début de la saison. Bon bah c'est clair, alors c'est pas un plébiscite parce que c'est assez c'est entre les deux, entre Paris et Auxerre. C'est Auxerre quand même à 53%. Pour moi c'est Auxerre aussi, même s'il y avait cette erreur d'arbitrage sur le carton rouge de Harit. Auxerre, ça a été indigne. Je n'ai pas besoin de revenir sur les mots que j'ai employés à l'issue de la rencontre. Ça a été vu 20 000 fois. J'avais été très déçu. Alors il me restait, il me semblait un élément. Non, bah non, il n'y a plus de... Ah oui, je ne pouvais plus partager après. Je ne pouvais plus classer en sondage. Donc on va aller voir, hop là, ici, si on le veut bien. Hop, la meilleure surprise, le meilleur moment, le plus grand sauvetage, le pire match, le match le plus abouti. C'est l'avant-dernier sondage. Le match le plus abouti, je crois que vous avez mis Monaco. Moi, j'étais proche de mettre Lille. Je voulais mettre Lille initialement. Ouais, le match plus abouti, c'est Monaco pour vous. 46%. Ensuite, c'est Lens. Et ensuite, c'est Lille. Moi, j'aurais mis Lille, même si il n'y a pas la victoire. En fait, je vais mettre Monaco parce qu'il y a la victoire et c'est la finalité qui compte. Et il n'y a rien qui est au-dessus de la victoire. Mais dans le jeu, j'ai beaucoup aimé la rencontre face à Lille parce que j'ai trouvé que tous les principes de jeu étaient appliqués et qu'on passe vraiment pas loin du grand match référence. Mais Monaco, on va le gagner. Et on va le gagner avec les tripes. Parce qu'on est mené. On va chercher l'égalisation avec beaucoup d'opportunisme et on va marquer ce dernier but à la dernière minute par Greenwood. Donc, je comprends pourquoi Monaco. Et après, je vous ai senti détendu et réel et sincère quand je vous ai posé à quelle place doit finir l'OM après ce début de saison. Vous avez répondu sur le podium. Sur le podium, 2e ou 3e, place directe qualification en Ligue des Champions à 85%. J'apprécie cette réponse. 14% d'entre vous ont dit champion. Pour moi, c'est un peu trop tôt. On verra et on fera le point après le match face à Paris. Si on se retrouve à 5 points, dans les 5 points derrière le leader du championnat, on aura le droit de rêver. Il restera 11 matchs et on aura le droit de rêver, c'est certain. Mais au-dessus de 5 points, ça me paraît compliqué. En tout cas, l'objectif pour moi, c'est d'aller chercher le podium. Et puis, voilà, on va finir avec 2 moments vraiment sincères et très, très, je ne vais pas dire intimes, mais très personnels. Ça, c'est ma photo de l'année. J'ai eu la chance d'être invité par un partenaire de l'Olympique de Marseille à travailler sur une opération. Et dans cette opération, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer sur la pelouse du Vélodrome. Je voulais vous partager cette photo hyper personnelle parce que ça confirme et ça présente tout le travail qui a été accompli et la chance que j'ai de faire ce métier. Donc, merci beaucoup pour cette force. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que je vous invite vivement à aller nous suivre également sur le vestiaire avec Thomas, parce on abat un travail assez dense aussi, avec 180 vidéos qui ont été réalisées cette année. Là, on va faire le bilan de la saison. On va parler évidemment du week-end et on va faire nos prédictions pour la saison prochaine. On est quasiment 35 000 sur cette chaîne. L'ambition est forte sur cette chaîne, donc je vous invite vraiment à venir me suivre. Et puis, on va finir évidemment avec les traditionnels vœux. Je vous souhaite à tous de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, profitez de vos familles, fêtez ça comme il se doit, avec modération concernant les boissons. Mais profitez de chaque instant, c'est unique. Et puis profitons de l'Olympique de Marseille. #OM si vous êtes encore présent ici dans cette vidéo, parce que
On est deuxième du championnat. On est qualifié en Coupe de France. Et je sais pas. Mais il y a peut-être la faiblesse de penser qu'on est au début d'une histoire avec ce staff. Longoria, Benassia, Ravanelli, Giovanni Rossi, Roberto De Zerbi. Et que on a peut-être le droit au bonheur. Alors on va profiter de ces vacances. Moi je reviendrai peut-être pour une vidéo avant la fin de l'année. Peut-être, c'est pas sûr. Sinon on se retrouvera en 2025. Mais ça a été une année formidable. Donc merci pour la force. Et profitons de cette OM. Profitons. On a beaucoup de chance. Beaucoup. Belle fête de fin d'année. À l'année prochaine. Peut-être avant on se retrouve. Et allez l'OM. Merci à tous. Ciao.